Bonjour à tous. Alors, nous lançons la conférence dans quelques secondes à l'heure précise. On a ouvert un petit peu plus tôt, histoire d'être sûr que tous les réglages soient prêts et soient bons. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la conférence. J'y répondrai à la fin, c'est prévu. Et on vous a mis une carte sur la page de l'événement, de la conférence, de manière à ce que vous puissiez un petit peu repérer les lieux pour ceux qui ne seraient pas trop habitués. Bien, on va commencer puisqu'il est l'heure. Alors bonjour de nouveau à tous, à ceux qui nous auraient rejoints depuis. J'espère que vous vous portez bien dans le déconfinement. Nous allons parler aujourd'hui des combats du Mont-Dieu et du 91e régiment d'infanterie dans ces combats. Alors on va commencer par une petite introduction générale sur le 91e et sur la campagne de France, pour ceux qui seraient un peu moins habitués. Après quoi, on parlera réellement du régiment. Ça va nous prendre à peu près 45 minutes. Et après, je répondrai à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre après. Alors, le 91e régiment d'infanterie forme avec les 51e et 67e régiments d'infanterie, avec le 6e groupe de reconnaissance de division d'infanterie, les 42e et 242e régiments d'artillerie, la 3e division d'infanterie motorisée, que j'appellerai régulièrement 3e DIM par la suite. C'est une division qu'on peut qualifier de qualité, puisque c'est une division qui a eu une motorisation partielle de son matériel, partielle, puisqu'en fait on ne motorise que les moyens lourds. L'infanterie continue à se déplacer majoritairement à pied. Il n'y a pas de moyen de transport de l'infanterie qui soit intégré dans la division de manière organique. C'est un régiment d'actifs, le 91e. C'est donc un régiment qui est composé plutôt de jeunes soldats. La moyenne d'âge est autour de 23 ans et plus de la moitié des cadres, sous-officiers et officiers, sont des militaires d'actifs. Le reste étant des réservistes plutôt jeunes. On peut prendre l'exemple du sous-lieutenant Vincenot qui commande sa section à l'âge de 22 ans. Dans les militaires d'active, une bonne partie sont des anciens, c'est-à-dire qu'ils ont connu le feu, que ce soit en 14-18 pour les plus âgés, c'est le cas de la plupart des commandants et bien entendu du colonel lui-même, mais aussi de certains capitaines, ou alors dans le RIF. On a dans l'unité du 91e RI par ailleurs un certain nombre d'anciens légionnaires, d'anciens des tirailleurs, d'anciens de la coloniale. C'est donc des cadres dans l'ensemble qui sont plutôt bien formés et qui ont une expérience qui va vraiment jouer dans l'encadrement de ce régiment. Petit défaut sur l'encadrement, à partir de la mobilisation et jusque quasiment mai 40, il va y avoir de nombreux départs d'officiers et de cadres, mais aussi des rotations à l'intérieur du régiment d'officiers qui vont donc être soit envoyés dans des centres de formation, soit dans des centres d'instruction, soit pour se former eux-mêmes, soit pour instruire de nouvelles recrues, qui vont être envoyés au dépôt d'infanterie du régiment, ou qui vont être envoyés vers d'autres unités, par exemple le 148e régiment d'infanterie de forteresse qui est formé juste avant la mobilisation sur la base du 91e RI. Et donc certains officiers ont depuis peu de temps le commandement de leur section, de leur compagnie, et donc sont un petit peu moins, euh, comment dire, proches de leurs hommes. En termes de morale, c'est une division qui a un moral excellent, d'autant plus qu'elle a pu combattre déjà en 1939 dans la Sarre, à l'hiver 39-40, face notamment à Forbach. Et cette expérience du feu lui a montré son très haut niveau de combativité. C'est un régiment qui est par ailleurs bien équipé, qui a reçu un équipement relativement moderne et qui est par exemple un des rares régiments à avoir perçu ces mitrailleuses de 20 mm Oerlikon anti-aériennes qui vont lui permettre d'assurer une protection certes relative, mais mieux que de simples mitrailleuses de 8 mm contre les avions, mais aussi contre les véhicules ennemis.
Au moment de la mobilisation, la division est dans le secteur de Saint-Didier, le régiment lui-même est dans ce secteur, en réserve du grand quartier général. Donc c'est une division qui n'est pas engagée sur le front au moment de l'assaut allemand. Le 10 mai, l'armée allemande lance son offensive contre la France, mettant fin à ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Il s'agit dans un premier temps donc d'une invasion du Benelux et de la France en lançant plusieurs corps d'armée et notamment motorisés en direction de la Belgique. C'est un piège dans lequel les généraux français et Gamelin en premier lieu tombent. On a prévu de très longue date qu'on voulait porter le combat non pas en France mais en Belgique. Nos voisins belges qui nous regardent apprécieront. Cependant, c'est un piège. L'effort principal allemand n'est pas en direction de la Belgique, mais en direction des Ardennes, et en l'occurrence de Sedan. Alors Sedan se trouve dans une charnière au sens un petit peu large entre les deux groupes principaux de l'armée française, c'est-à-dire entre le groupe qu'on va appeler l'aile marchande, le groupe d'armée numéro 1, et une aile fixe, composée notamment par le groupe d'armée numéro 2, qui se tient principalement sur la ligne Maginot avec donc la 9e armée qui se situe, la 9e et la 2e armée qui sont dans le groupe d'armée numéro 1 et qui forment la charnière au sens large. La défense Sedan ne tient pas. Elle est très rapidement percée le 13 mai avec des premières poches allemandes de l'autre côté de la Meuse et surtout le 14 mai, les divisions qui sont en ligne refluent en désordre face à la pression allemande et les tentatives de contre-attaque lancées par les troupes françaises, avec notamment le 7e bataillon de Charles Léger, sont repoussées et très durement repoussées avec des pertes extrêmement lourdes. La 3e division d'infanterie motorisée, qui est donc en réserve près de Saint-Dizier, est mise en alerte le 10 mai, bien entendu, pour pouvoir être déployée là où les officiers, les généraux en l'occurrence, en auront besoin. De fait, il ne se passe rien le 11 mai, la division est maintenue dans sa situation d'alerte, et ce n'est que le 12 mai, à 14h30, qu'un ordre préparatoire de mouvement arrive, sur décision de l'adjoint du général Georges, qui commande le théâtre d'opération Nord-Est. Le mouvement est donc prévu pour la nuit du 12 au 13 mai. Pour le 80e régiment d'infanterie, ce n'est pas un problème, les unités sont prêtes, les chantiers d'embarquement sont reconnus en forêt, de nuit, pour échapper aux vues de la Luftwaffe. Enfin, ça, c'est la théorie, parce que dans la pratique, comme je vous le disais en introduction, les unités d'infanterie n'ont pas de moyens organiques de déplacer leur infanterie. Elles sont donc dépendantes de ce qu'on appelle les régiments du train. Or, ces unités du train vont arriver en retard et afin de faciliter l'embarquement, on choisit d'embarquer sur une route à découvert à moins d'1 kilomètre d'une voie de chemin de fer et à peine plus d'1 kilomètre d'un terrain d'aviation, qui sont donc forcément des objectifs qui sont régulièrement bombardés. Ça n'empêche que les unités qui embarquent jusqu'à 8 heures du matin a priori embarquent avec une relative sérénité en l'absence d'attaque allemande, d'attaque aérienne allemande qui se concentre sur d'autres objectifs plus importants. Et les unités réussissent donc à prendre la route sans dégâts pour l'instant. Alors il faut savoir que les moyens antiaériens qui sont déployés sont dérisoires, proprement dit, hein, durant les chantiers d'embarquement, mais aussi de débarquement dont on parlera tout de suite. Il y a les 3 ou 4 mitrailleuses de 20 mm au Oerlikon. Il y a un petit doute sur le fait que la 4e ait été perçue. En tout cas 3, c'est sûr et certain. Mais ça ne fait jamais que 3 mitrailleuses qui ont été fixées sur des plateaux de camions de manière à pouvoir accompagner le mouvement, ce qui pour le coup est très efficace. Le régiment du train qui embarque le 91e d'infanterie ne possède que quelques mitrailleuses Saint-Étienne modèle 1905, des mitrailleuses totalement dépassées. Et les unités d'infanterie déploient de leur côté 2 sections de mitrailleuses et 4 fusils mitrailleurs par compagnie en support antiaérien. Ce sont des armes qui n'ont pas grande efficacité à moyenne distance et encore même à très courte distance. Les moyens de visée sont quand même très limités et la capacité de ces armes à faire un échec à la Luftwaffe serait quasiment nulle. Heureusement, la Luftwaffe s'est occupée d'autre chose à l'embarquement. Au débarquement, malheureusement, ça se passe un peu moins bien puisque les dernières unités à débarquer, en l'occurrence le 1er bataillon, aura 11 blessés dans un bombardement de Vouziers.
Alors le 13 mai vers midi, les dernières unités débarquent justement dans cette région de Vouziers. Le régiment stationne entre La Croix-aux-Bois, Chestres, Lonhaye et Falaise. Et en fait notamment dans le bois de la forêt domaniale de La Croix-aux-Bois, de manière à se prémunir d'attaques aériennes. L'ordre est donné de faire mouvement durant la nuit du 13 au 14 pour rejoindre une ligne qu'on va appeler L1 qui se situe sur Tanessi. Donc je vous renvoie à la carte qu'on vous a mis dans l'événement. Cette ligne doit être ensuite dépassée pour rejoindre une ligne qui se situe à la lisière nord du bois du Mont-Dieu, qu'on va appeler la ligne L2 ou ligne principale de résistance. Il s'agit d'une étape qui fait plus de 20 km à vol d'oiseau. À pied, c'est quasiment 25 km. C'est donc une marche qui est fatigante, avec tout le matériel à porter sur le dos, hein, puisque seul l'armement lourd est transporté par engin. Et par ailleurs, il faut prendre en compte que sur les routes que vont emprunter les unités de la 3e DIM pour monter au front, reflux des réfugiés, mais aussi les unités du 10e corps d'armée qui vient d'être battues à Sedan. Alors, les unités montent sur la ligne L1 et l'atteignent à 7h30 du matin. Le 2e bataillon s'y maintient en réserve de division et les autres bataillons, donc le 1er et le 3e, poursuivent leur marche vers le Mont-Dieu, renforcés par différents éléments régimentaires, mais aussi divisionnaires, à savoir des canons anti-chars et des mortiers. Les unités atteignent la ligne L2 à 14h et on constitue immédiatement une réserve composée de 2 sections du 1er bataillon du 91e RI, de la section des pionniers et de la section moto de la compagnie de commandement, ainsi que de 2 sections de mitrailleuses de la compagnie régimentaire de mitrailleuses et d'engins. Donc ça, ce sont des unités organiques du régiment. Avant de terminer cette première approche du 91e RI dans les combats du Mont-Dieu, c'est-à-dire l'approche et l'arrivée du régiment dans le secteur, je voudrais aborder avec vous la question des permissionnaires, puisqu'un certain nombre de soldats sont en permission au moment où le régiment et la division sont mis en alerte, le 10 mai. Alors certains rejoignent, soit qu'ils étaient déjà en chemin, soit qu'ils étaient peu loin, rejoignent dans les temps avant le 12 leur unité, avant le 12 au soir, mais certains vont rejoindre en cours de mouvement, c'est le cas du médecin-lieutenant Chay du 2e bataillon qui rejoint Vouziers, et d'autres ne rejoignent que plusieurs jours après le début des combats, en raison de la difficulté à se déplacer en train, puisque les lignes sont bien entendu, les lignes de chemin de fer sont bien entendu bombardées. Et par exemple, le sergent Marais du 3e bataillon ne rejoint son unité que vers le 16, peut-être le 17 mai. En tout cas, on ne retrouve de courrier de sa part qu'à partir du 18, alors qu'il écrit tous les jours à ses parents auparavant. Alors, je vous rappelle, avant d'attaquer la question des combats, hein, vous pouvez poser toutes vos questions directement sur les commentaires. On me les relaie et j'y répondrai à la fin de mon exposé. Et bien entendu, la conférence sera disponible pour ceux qui nous rejoignent tardivement. On vous mettra la conférence disponible après. Vous pourrez encore la consulter. Elle sera disponible certainement de manière durable. On en vient au combat. Le 14 mai à 11h, le PC du poste de commandement du régiment est installé à la ferme des Tuileries et reçoit cet ordre de la division: résister sur place sans esprit de recul. En fait, le général Unziger qui commande la 2e armée est très clair avec le général Bertin Boussu qui commande la division. Si la 3e DIM cède, c'est l'invasion en direction de Paris, du moins les stratèges français le pensent. On n'a toujours pas vu l'action allemande en coup de faux qui se prépare. Et donc il faut absolument tenir la ligne principale de résistance. Or, cette ligne de résistance n'est pas du tout aménagée. Il y a en tout et pour tout une tranchée anti-char qui n'est même pas sur les cartes et qui posera des problèmes lors des contre-attaques des blindés français. Il n'y a pas de tranchée pour l'infanterie, il n'y a pas de trou de combat, il n'y a pas de blocs en béton. En fait, les seuls blocs en béton qui sont construits sont devant la ligne de résistance au niveau de Arthez. La plupart d'ailleurs ne sont pas commencés ou à peine ébauchés. Et ceux qui sont en cours de construction ou partiellement construits sont de toute façon mal situés. Donc il n'y a pas de ligne à construire, il faut établir immédiatement les positions de combat.
Et le lieutenant Olivier, qui est à l'état-major du 3e bataillon, raconte très bien cet épisode. À peine arrivé, tout le monde s'active dans le régiment. On cherche les emplacements pour les armes collectives, les canons, les mortiers, les mitrailleuses, les FM. On établit le plan de feu, chacun creuse son trou de combat. On établit les lignes téléphoniques. Téléphone qui est extrêmement important puisque le secteur va présenter des difficultés spécifiques. C'est une forêt avec des arbres relativement hauts qui gênent la diffusion des ondes radio. Autre problème de la forêt d'ailleurs, il y a assez peu de clairières et donc il est difficile de positionner les mortiers de 81 et de 60 pour soutenir les fantassins sur leur ligne de feu. Notons au passage que c'est un site qui est quand même plutôt favorable à la défense, face au premier bataillon qui s'installe à gauche du dispositif, donc à la limite ouest de la forêt du Mont-Dieu, nord-ouest de la forêt du Mont-Dieu. Il y a face à eux un terrain découvert sur plusieurs centaines de mètres, qui est assez difficile à parcourir. Il est un peu moins favorable face au 3e bataillon, qui n'a qu'une centaine de mètres de visibilité claire devant lui. La position du régiment va donc du canal de l'Ouest, du canal des Ardennes à l'Ouest, jusqu'à la route allant de Chemry à Tannay incluse. Il est découpé en 3 sous-quartiers. Un sous-quartier ouest qui est tenu par le 1er bataillon, renforcé par une section de canons de 25 anti-chars et un groupe de mortiers de 81, donc ce sont des unités régimentaires. Le quartier est est tenu par le 3e bataillon, qui est renforcé là encore par des canons de 25 et des mortiers, mais aussi par des canons anti-chars de 47 mm de la batterie anti-chars divisionnaire, canons qui sont destinés spécifiquement à bloquer la route pour éviter un coup de force des panzers. Le 2e bataillon établit quant à lui un centre de résistance à Tannay. Ce centre de résistance est censé fournir une position ultime au cas où le régiment soit enfoncé. Il établit cela normalement en étant en situation de réserve, donc peu inquiété. De fait, il va être dès le 16 mai attaqué de manière régulière, en tout cas pour les 16 et 17, puisqu'ensuite il est remplacé par un autre bataillon. Donc les unités de réserve ne sont pas en réserve, les unités de réserve sont au feu. Pour finir son installation, entre ce centre de résistance du 2e bataillon et les premières lignes, on établit une ligne d'arrêt intermédiaire qui est donc tenue par les unités de la réserve régimentaire, 2 sections du 1er bataillon, 2 sections de mitrailleuses, mais aussi les mitrailleuses de 20 mm au Oerlikon qui sont donc au nombre de 3, une section de canons anti-chars de 25 mm divisionnaire, la section moto et la section pionnier étant montées au feu. Et bien entendu, on dispatche immédiatement des mines autour des axes de circulation possibles, de manière à s'assurer que les blindés allemands ne peuvent pas franchir rapidement une ligne qui est à peine établie. Alors ça, c'est la position à la fin du 14 mai, mais dès le 15, il va y avoir des modifications, puisque le 51e régiment d'infanterie qui avançait en 2e échelon de la division arrive. Il s'installe dans la nuit du 15 au 16 mai. Il passe d'ailleurs, enfin, en tout cas un des bataillons, le 2e bataillon du 51e, passe sous commandement du 91e pendant quelques heures. Le commandement est rendu à son régiment le 16 mai à 8 heures, puisqu'il occupe en fait les positions du 3e bataillon du 91e, de manière en fait à maintenir une certaine cohérence de la ligne de feu le temps que le 51e s'installe complètement, et notamment son état-major s'installe. Les premiers contacts ont lieu dès le 14 mai. Alors ce sont d'abord les unités des groupes de reconnaissance qui sont en position de couverture, qui vont recevoir le contact des éléments avancés allemands. Ce sont des contacts assez limités. Ce sont avant tout les blindés de la 1re Panzerdivision et du régiment d'infanterie Großdeutschland qui sont au contact. Le 91e, pour sa part, a des premiers contacts avec ce régiment dans la nuit, avec donc infanterie plus automitrailleuse face à la 1re compagnie, et toute la nuit des patrouilles allemandes tentent de définir les contours du dispositif français, et par exemple face à la seule 9e compagnie, ce ne sont pas moins de 4 patrouilles qui sont accrochées et qui se reculent avec des pertes. D'ailleurs, le premier prisonnier est fait à l'aube. C'est un soldat du Großdeutschland qui est perdu durant les opérations de la nuit et qui se retrouve face aux positions du 91e
au moment où le soleil se lève. Alors, l'objectif normalement de la montée de la 3e division d'infanterie et avec elle de la 3e division cuirassée, c'est certes de colmater la brèche, d'empêcher les Allemands d'avancer plus, mais c'est aussi de contre-attaquer. Alors pour ça, il faut remonter un tout petit peu en arrière, au mois d'avril 1940, où se déroule un exercice qui est mené par la 2e armée et que j'ai étudié dans le cadre de l'étude des archives du général Bourguignon. Cet exercice prévoit, on est en avril 1940, une percée allemande à Sedan. Percée allemande qui serait menée par une division Panzer et qui devrait être repoussée par une contre-attaque menée par une DCR soutenue par de l'infanterie. On est quasiment dans ce qu'il se passe au mois de mai, si ce n'est que les Allemands ont déployé non pas une division blindée, mais 3 divisions blindées, renforcées, puisqu'il y a aussi une division d'infanterie motorisée, Hélière, Rosechland à leur côté, et que contrairement à ce que prévoient les stratèges français, la division n'est pas à disposition pour la contre-attaque dès que la poche allemande se forme, puisque la 3e DCR n'arrive sur place avec des réservoirs vides. Il faut donc faire le plein, et pour ceux qui ont un petit peu de connaissance de l'armée française, ils voient tout de suite de quoi je parle, faire le plein de l'armée française, c'est une question d'heures. Ça se fait au bidon, c'est extrêmement long, et donc la contre-attaque prévue ne peut pas être menée le 14 par les blindés de 3e DCR, soutenus par la 3e DIM. C'est donc d'autres unités qui vont contre-attaquer, les 4e et 7e bataillons de chars légers, qui sont équipés de FCM-36 et qui se font sèchement repousser par les unités blindées allemandes. Le général Georges, qui commande le théâtre d'opération Nord-Est, exige qu'une nouvelle contre-attaque soit menée. Donc, pour le 15 mai, cette fois-ci, il s'agit d'engager 4 bataillons d'infanterie, donc le 2e et le 3e du 91e RI, soutenus par 2 compagnies de chars H-39 et B-1 bis. Le 51e RI doit fournir des moyens similaires, et la liaison entre la base de feu tenue par le 1er bataillon du 91e RI et les unités qui contre-attaquent doit être assurée par le 6e GRDI, donc le groupe de reconnaissance de la division. Le problème qui se pose, c'est que le 51e RI, le 15 mai, est en cours d'installation. Il n'est donc absolument pas prêt à mener une contre-attaque, d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure pour le 91e, les axes de progression pour monter au front sont encombrés d'unités qui refluent 55e et 71e division d'infanterie, mais aussi de civils, de réfugiés. Il est donc décidé de refaire une contre-attaque beaucoup plus limitée à un simple coup de boutoir qui serait mené par le 2e bataillon du 91e RI, soutenu par 2 compagnies de chars, une de H-39 et une de B-1 bis. Heure fixée pour la contre-attaque 17h30, et quelques minutes avant l'attaque, il y a décision d'annuler. La raison, c'est que sur le flanc gauche, la 5e DLC est en train de refluer, et sur le flanc droit, la situation à Stone est relativement confuse, et il n'est donc pas possible de contre-attaquer. Le 2e bataillon est donc renvoyé à Tannay en réserve pour pouvoir servir en cas de besoin, et notamment très certainement dans le secteur de Stone, qui est largement visé par les attaques allemandes. C'est la fin des tentatives de contre-attaque françaises. Désormais, la 3e DIM et la 3e DCR vont se contenter de colmater, de tenir la brèche face aux assauts allemands. Alors, les Allemands n'attendent pas d'ailleurs le 16 mai pour attaquer. Dès le 15, ils vont attaquer sur le front du 91e régiment d'infanterie. Et elles se brisent, les assauts du 15 se brisent littéralement sur le glacis défensif que ce qu'on appelle les sangliers, en raison de leur pucelle, ont installé. Et d'ailleurs, on voit dès le 15 mai une première intervention qui est assez intéressante, puisque assez unique dans la campagne de France 1940. Un aumônier allemand se présente devant les lignes françaises, en l'occurrence devant la section moto du 91e RI, pour demander à récupérer les morts et les blessés qui sont restés sur le terrain. Et on lui accorde une trêve de 3 heures pour récupérer ses morts et ses blessés. Le 16 mai, nouveaux assauts assez limités. Alors en fait, face au 1er et au 2e bataillon, au 3e bataillon, pardon, le 1er et 3e bataillon qui sont sur le Mont-Dieu, ce sont avant tout des patrouilles qui continuent à chercher à établir le contour du dispositif français, essayer de localiser les armes collectives, mitrailleuses, ainsi de suite. Mais c'est surtout au niveau du 2e bataillon, qui est donc censé être en réserve à Tannay, que l'offensive est importante.
Euh, le sous-lieutenant Vincenot, qui est de la 5e compagnie, raconte que vers 10 heures, les unités qui sont de l'autre côté du canal replient, sans avoir averti le 90e RI de ce repli. Alors, soit que l'information ne soit pas montée à l'état-major du corps d'armée, soit que le repli soit fait sous la pression allemande, les choses ne sont pas claires, mais les axes sont minés. Heureusement, le sous-lieutenant Vincenot a la bonne initiative de mener une reconnaissance de l'autre côté du canal, rencontre un capitaine d'un GRCA, alors il doit s'agir logiquement du 14e, celui du 21e corps, qui l'avertit donc de son repli. Ça permet d'éviter des pertes alliées et donc les axes de retraite sont déminés. Et dès le retrait d'ailleurs des unités de cavalerie, le pont de l'Armaja, qui est donc le pont qui se trouve dans le secteur, est sauté par les unités du génie. Cependant, les Allemands vont quand même tenter de traverser dès le retrait des cavaliers. Une offensive est menée contre les positions du centre de résistance du 2e bataillon et le capitaine Perra, qui commande la 5e compagnie, identifie une offensive soutenue par des blindés. L'assaut est repoussé, donc on est vers midi environ. Les Allemands renouvellent vers 16 heures et à nouveau vers minuit. Donc on a 3 assauts dans la même journée contre les positions d'une unité qui est censée être en réserve. Quelques pertes sont à déplorer du côté du 91e régiment d'infanterie, et notamment celle du capitaine Van Uxem, qui commande la compagnie d'accompagnement du bataillon, qui est bien connu pour la suite de sa carrière militaire, et qui est donc blessé à la jambe et évacué. Bien entendu, le moral de l'unité est excellent, puisqu'ils ont repoussé 3 assauts avec relativement peu de pertes, et les Allemands, eux, ont a priori des pertes sensibles. Cependant, l'unité, du coup, se fatigue, alors qu'elle est censée être en réserve. Et d'ailleurs, dès le lendemain, elle est relevée par le 16e bataillon de chasseurs portés, qui va prendre la position de Tannay, le 2e bataillon du 91e devant se porter sur Stone pour soutenir les 67e et 51e régiments d'infanterie. D'ailleurs, pour l'instant, on va mettre le 2e bataillon de côté puisqu'il quitte le secteur du Mont-Dieu et se concentrer sur les 2 autres bataillons. Alors, je vous rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions sur les commentaires en live et on pourra bien entendu y répondre par la suite. Revenons-en au Mont-Dieu, les 1er et 3e bataillons vont subir des assauts allemands à répétition, et notamment le 17 mai. Le 17 mai, les Allemands vont tenter, face aux difficultés qu'ils éprouvent face à Stone, de faire sauter le verrou du Mont-Dieu de manière à contourner Stone. Ils vont attaquer à 3 reprises face au 91e et au 51e régiment d'infanterie. Le premier assaut est lancé à l'aube, il est repoussé. Un deuxième assaut soutenu par des blindés est mené vers 14h20 et subit le même traitement que le précédent, avec un peu plus de succès puisque quelques éléments réussissent à franchir le canal mais sont repoussés par une contre-attaque du 91e. Et de nouveau d'ailleurs, on a le 2e épisode de l'aumônier allemand, puisque de nouveau, un aumônier allemand se présente devant les lignes, alors cette fois-ci la 3e compagnie du lieutenant Anthony, pour demander à récupérer les blessés et les morts, et d'ailleurs, on lui accorde une trêve. Le lieutenant Anthony, qui supervise l'opération, compte pas moins de 80 morts et 20 blessés très graves relevés par les Allemands pour les assauts de la journée. Ce n'est pas terminé, il y a encore un assaut qui aura lieu dans la soirée, mais beaucoup plus limité. Le 18 mai, les Allemands relancent de nouveau une attaque contre le Mont-Dieu, ne réussissent toujours pas à faire fléchir le dispositif du 91e. Le 91e RI, pour l'instant, n'a pas perdu 1 mètre carré du Mont-Dieu, et la seule poche qui a été effectuée sur le canal a immédiatement été détruite par la contre-attaque. Le 19 et le 20 mai sont des journées plutôt calmes. Les Allemands ont eu des pertes assez sévères et sont en train de réorganiser leur secteur en vue d'une attaque généralisée qu'ils envisagent plutôt le 23. Il y a tout de même quelques tentatives de franchir le canal des Ardennes et de former une poche qui pourrait servir à cette contre-attaque. Et d'ailleurs, les Allemands parviennent à créer une poche au niveau du pont de l'Armaja. Il y aura donc une contre-attaque menée par des unités de cavalerie du 6e GRDI, du 93e GRDI, avec la contribution d'une section d'infanterie du 91e RI, avec la base de feu, donc c'est-à-dire les mortiers du 81 du régiment,
Et d'ailleurs, les cavaliers et les fantassins vont établir un poste mixte, c'est-à-dire regroupant des unités des GRDI et des unités du 91e RI, afin de garder une écluse que les Allemands ont utilisée pour former la tête de pont. 21 et 22 mai, de nouveau assez peu d'activités offensives allemandes qui se contentent d'envoyer des patrouilles de manière à maintenir le contact et à s'assurer que les Français ne décrochent pas, mais surtout ils vont augmenter la quantité de leurs bombardements, l'objectif étant d'affaiblir le dispositif français avant l'assaut qui est prévu le 23, et d'ailleurs les Français sont mis au courant du risque d'un assaut le 23, assaut qui devrait être un assaut en règle. Et donc le 23, ça ne rate pas, les Allemands bombardent puissamment les positions du 91e régiment d'infanterie, comme de toutes les positions françaises de ce secteur au même moment, et attaquent à 4 heures du matin face au 91e RI et sur l'ensemble du front. Alors, leurs succès sont variés selon les endroits, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt mal pour eux, et face au 91e régiment d'infanterie, ça se passe très mal, puisqu'ils ne prennent pas un mètre carré de terrain et subissent des pertes relativement lourdes. Par contre, ils ont plus de succès légèrement au sud des positions du 91e RI, puisqu'ils parviennent à traverser le canal des Ardennes, à établir durablement une tête de pont face aux cavaliers du 1er hussard qui sont venus en renfort. Ce qui veut dire que les unités du 91e RI vont commencer à devoir se couvrir sur leurs arrières. Alors ils sont en cela renforcés par des unités des hussards qui vont tenir en grande partie les lisières ouest et sud du Mont-Dieu. À 9 heures, les Allemands renouvellent leurs assauts contre le 91e RI. Toujours le même résultat, un échec cuisant avec des pertes importantes. Et une troisième tentative a lieu dans l'après-midi, beaucoup moins ambitieuse. Les Allemands commencent un petit peu à renoncer en fait au Mont-Dieu par assaut frontal et préfèrent tenter l'encerclement. Le 24 mai d'ailleurs, les Allemands ne tentent pas d'offensive immédiate, ils commencent par bombarder massivement les positions du Mont-Dieu, et c'est là pour le coup que les pertes deviennent sensibles pour le régiment, avec notamment le capitaine Théron qui commande la première compagnie, qui est tué par un éclat d'obus. L'assaut allemand est quand même mené, hein. Les Allemands se disent qu'il faut tenter, avec un peu de chance, les Français seront affaiblis ou auront lâché prise, auront essayé de retraiter, puisque par ailleurs, le Mont-Dieu est en cours d'encerclement, mais l'assaut est brisé par des troupes qui ne reculent pas, puisqu'elles n'en ont pas reçu l'ordre. Cependant, il faut être clair, la situation au 24 mai, à la fin de la journée du 24 mai, est très mauvaise. Les Allemands ont établi une large poche au niveau du canal des Ardennes, et ont donc réussi à passer un régiment complet, le 102e, et des unités diverses du 77e et du 31e régiment d'infanterie, que les contre-attaques françaises ne parviendront pas à repousser, et surtout, de l'autre côté, au niveau de Stone, les Allemands ont réussi à pousser en profondeur leur offensive, et les unités qui se trouvaient face à elles ont perdu plusieurs kilomètres de terrain, et clairement se dessine une poche au niveau, une poche dans laquelle sera enfermé le Mont-Dieu, avec donc les unités du 51e et du 91e RI, ainsi que des cavaliers du 1er hussard. On estime qu'à un moment, et en tout cas les témoignages des soldats, des officiers notamment du 91e RI le déclarent, on estime à un moment qu'il n'y a eu plus que 500 mètres de terrain pour former un couloir qui reliait encore le Mont-Dieu à ses arrières. Alors, des contre-attaques, notamment menées par le 36e régiment d'infanterie épaulé par des chars, va permettre d'élargir un petit peu ce couloir et de le positionner plutôt dans le kilomètre. N'empêche qu'il est bien très clair le 24 au soir que la situation du Mont-Dieu est désormais désespérée et qu'il faut battre en retraite. Et d'ailleurs, le général Flavigny, qui commande le 21e corps, décide d'évacuer dans la nuit du 24 au 25, malgré le fait que le général Bertin Boussu estime qu'il peut encore tenir une journée sa position, ce qui permettrait d'évacuer une partie des chars français qui ont été endommagés ou immobilisés, à la demande notamment du général qui commande la 3e DCR, le général Luisson, mais Flavigny va jouer la sécurité et faire évacuer ses positions en acceptant la perte définitive de ses chars. Alors, le 91e régiment d'infanterie, qui est le plus exposé, se replie en premier. On va évoquer après la retraite.
dans l'ensemble sans grande difficulté. On a mis de côté le deuxième bataillon qui est parti le 17 mai pour Stone. Alors, il est envoyé pour soulager les 67e et 51e régiments d'infanterie qui sont engagés dans des combats extrêmement durs à Stone, certainement parmi les plus durs de la campagne de 1940. Il se déplace donc dans la soirée pour rejoindre le bois de Fay afin de pouvoir mener une contre-attaque contre Stone. Cependant, le bataillon, qui doit parcourir une vingtaine de kilomètres, ne parvient pas à temps sur sa base de départ, notamment en raison de bombardements assez importants sur son axe de progression. Il est donc mis à disposition du 67e régiment d'infanterie afin de colmater la brèche qui commence à se former. Et donc il est installé entre le 51e régiment d'infanterie, un bataillon du 51e, et le 67e. C'est une position qui est très mauvaise, puisqu'en fait le bataillon est engagé à contre-pente, dans un secteur où il n'y a aucune position établie, il doit creuser ses trous de combat, à la vue des Allemands. D'ailleurs, le bataillon va reculer de plusieurs centaines de mètres afin de s'établir dans une position plus favorable à sa défense, ce qui lui sera fortement reproché par le lieutenant-colonel commandant le 67e RI, qui donnera l'ordre d'occuper la position prévue de manière à assurer la liaison avec le 3e bataillon du 51e et avec le 67e régiment d'infanterie. Donc, une première offensive est lancée par le 2e bataillon le 20 pour reprendre ses positions initiales. Ils n'y parviennent pas, et ce n'est que le 21 que les Sangliers parviennent à occuper les positions prescrites en repoussant les Allemands. Le 22, les Allemands vont tenter de déloger le 91e, ils n'y parviennent pas, mais infligent des pertes sensibles au bataillon. Et le 23, les combats sont extrêmement violents, le bataillon est à découvert, il combat des positions qui sont à peine établies, les trous de combat sont à peine creusés, et le bataillon doit, comme d'ailleurs ses voisins, se replier d'environ 2 km face à la pression allemande. Alors on peut estimer des pertes, on a beaucoup de rapports du deuxième bataillon, on peut estimer à peu près les pertes, elles sont très lourdes. La compagnie d'accompagnement du bataillon, la CAP 2, a perdu 31 soldats tués, blessés gravement ou disparus. La 5e compagnie a quasiment perdu toute sa première section, soit 40 hommes, qui sont fauchés par le feu allemand au moment de la retraite. Et les pertes matérielles sont très lourdes, puisque le bataillon a perdu ses 2 canons anti-chars de 25 mm. Un est détruit et l'autre est embourbé et ne peut être récupéré. L'une des chenillettes, d'ailleurs, est détruite au cours d'une opération de ravitaillement. Un des mortiers de 81 et la majorité des mitrailleuses sont aussi perdus. Et ces pertes sont en fait largement dues à l'artillerie allemande, plus qu'au fantassin allemand. Pourquoi cette situation au deuxième bataillon? Il semble en fait que le deuxième bataillon est assez peu pris en compte par le lieutenant-colonel commandant le 67e régiment d'infanterie. Et d'ailleurs, plusieurs officiers du 91e se plaignent de les avoir oubliés, en fait, de les avoir carrément oubliés en pointe, ce qui fait qu'ils ont été attaqués sur leur flanc en même temps que de front. Le bataillon d'ailleurs se replie, hein, comme toute la division, dans la nuit du 25, les premiers éléments décrochent à 1h du matin. Les combats donc se terminent, mais avant d'en terminer, je voulais évoquer avec vous 2 points, la question de la défense anti-char et la question de la défense anti-aérienne durant la période du 14 au 24 mai. Alors, concernant la défense anti-char, elle est assurée bien entendu par les canons organiques du régiment, c'est-à-dire 12 canons de 25 mm qui sont répartis entre la compagnie régimentaire de mitrailleuses et d'engins et les 3 compagnies d'accompagnement de bataillon, renforcés par des canons anti-chars de 25 et de 47 venant soit de la compagnie divisionnaire anti-chars, soit de la batterie divisionnaire anti-chars. En fait, la plupart des canonniers n'auront pas à utiliser leurs canons durant les combats du Mont-Dieu, faute de cible. Les chars allemands ne s'engagent pas tellement face au Mont-Dieu, puisque ce n'est pas un terrain qui est très propice au déploiement des blindés, et assez rapidement d'ailleurs les Panzer-divisions vont laisser la place à des divisions d'infanterie. Et par ailleurs, les canons de 25 ne sont pas équipés d'obus explosifs et donc ne sont d'aucune utilité contre l'infanterie. Donc il n'y a que quelques canons qui vont faire des cartons sur des véhicules allemands qui défilent sur les routes à proximité du Mont-Dieu et donc de la ligne de feu.
Au niveau de la défense antiaérienne, on sait qu'à Stone, les témoignages sont très nombreux à ce sujet, l'aviation allemande est omniprésente, que ce soit les avions d'observation qui sont là pour régler le tir d'artillerie ou les Stuka qui vont venir frapper les positions françaises, il y a une maîtrise relative du ciel par la Luftwaffe. Bien entendu, l'infanterie comme l'artillerie déploie des moyens antiaériens, enfin l'infanterie en l'occurrence, la division déploie des moyens antiaériens. Au niveau du régiment, ce sont toujours les canons de 20 mm Oerlikon qui sont les plus efficaces et qui d'ailleurs revendiquent au moins 2 avions abattus le 15 mai. Les fantassins disposent bien entendu de leurs mitrailleuses Hotchkiss et de FM qui sont d'ailleurs montés en jumelage, petite spécificité. On en a quelques mentions sans avoir de visuel exact de ces jumelages. Et comme je vous l'ai déjà dit, hein, ce sont des moyens qui sont assez sommaires, qui ne peuvent pas porter bien loin et qui sont donc pas forcément très efficaces contre une aviation de bombardement qui frappe à grande vitesse. Bien entendu, à cela, il faut rajouter les canons antiaériens de 25 mm de la division. Mais la défense antiaérienne n'est pas assurée que par des canons ou des mitrailleuses, et contrairement à un mythe trop souvent répandu, et notamment par les combattants, hein, l'aviation française et britannique est présente. Alors par exemple, le sous-lieutenant Vincenot, dont on a les témoignages, ne compte qu'un avion français dans le ciel au moment des combats du Mont-Dieu, mais le lieutenant du Debout, qui commande une section de la 7e compagnie, lui note pour le 14 mai, donc au moment où la division se porte sur ses positions, un combat aérien. Alors lui signale des Curtiss qui auraient abattu 7 appareils allemands en perdant un des leurs. Alors je remercie Romain Lebourg qui m'a un petit peu précisé les choses. Il s'agit en réalité de Hurricane britanniques, des escadrons numéro 1 et numéro 113, qui effectivement expédient 7 Stuka au sol et perdent un des leurs. Les avions alliés seront par la suite moins présents, mais pas absents, et les Curtiss, pour le coup, du GC-15 seront présents régulièrement et tout au long des combats du Mont-Dieu feront leur possible pour abattre des appareils allemands. Et donc on en compte une quinzaine abattus au-dessus de la seule région du Mont-Dieu Stone. Et si on élargit un petit peu le secteur, parce que l'aviation agit sur des secteurs beaucoup plus larges finalement qu'un seul secteur de combat, les pertes allemandes sont bien plus notables. Bien entendu, cela n'empêche pas les Allemands d'être omniprésents dans le ciel et de dominer beaucoup bien plus le ciel que l'aviation française, mais cela ne se fait pas sans perte. On en arrive à la fin des combats. Alors, le 23 mai et le 24 mai au soir, la situation, surtout le 24 mai finalement au soir, la situation française devient compliquée, hein, je vous l'évoquais. Les troupes françaises sont dans une presque poche au niveau du Mont-Dieu, où on va trouver donc le 91e et le 51e régiment d'infanterie, ainsi que des cavaliers du 1er hussard. Les unités qui se trouvent au sud de cette position ont pas mal été repoussées par les assauts des 23 et 24 mai. L'artillerie d'ailleurs a plusieurs fois été menacée par les unités allemandes. Et donc, il n'y a plus qu'un couloir qu'on peut estimer à 1200 mètres à peu près hein, de large au moment de la retraite, qui est tenu par des unités diverses. Clairement, on fait feu de tout bois pour maintenir la position ouverte. Donc, on a des cavaliers de la première brigade de cavalerie, des cavaliers du 6e GRDI ou du 90e GRDI, des spahis de la première brigade de spahis, des fantassins de la 6e division d'infanterie, des artilleurs de toutes unités, des chars, donc quelques unités qui a de la DCR, mais aussi la 35e division d'infanterie qui est venue former au sud du dispositif une ligne d'arrêt pour permettre une retraite en bon ordre. La division recule sans grande difficulté. Donc je vous disais, le 91e commence le premier vers minuit et demi, laissant quelques unités de couverture qui décrocheront le 25 à 7h30 du matin pour les derniers. Pour la part des sections, quitter le Mont-Dieu se passe très bien et dans l'ensemble, rejoindre le point de rassemblement, c'est-à-dire le bois de Six, se passe relativement bien, si ce n'est des bombardements intermittents allemands. Pour les unités de couverture, c'est plus compliqué, puisqu'elles se maintiennent jusqu'à 7h30, et il semble que, enfin 4 heures pour les premières à décrocher, 7h30 vraiment pour les dernières,
Et les Allemands prennent conscience que les troupes françaises sont en train de décrocher. Et les dernières sections à décrocher à 4 heures du matin sont accrochées par les Allemands. Les Allemands réagissent, tirent à la mitrailleuse, tirent au canon sur ces unités qui décrochent, qui parviennent tout de même à quitter le Mont-Dieu, mais qui connaissent des déboires en fait une fois qu'elles sont sorties du Mont-Dieu à terrain découvert. Elles se heurtent à des positions allemandes ou à des sections allemandes qui patrouillent ou qui tentent de fermer la nasse sur les dernières unités. Et par exemple, la 10e compagnie du 3e bataillon se heurte à une position allemande soutenue par des blindés et perd de nombreux hommes tués ou faits prisonniers, dont le sous-lieutenant Barrère, qui venait juste d'être promu au grade de sous-lieutenant et qui est capturé ce jour. Le couloir de circulation, je vous le disais, est maintenu avec beaucoup de difficultés, au prix de pertes importantes, et le capitaine Roquet, qui est donc le médecin commandant le service sanitaire du régiment, le raconte très bien. Lorsque les véhicules sanitaires évacuent la poche, il aperçoit des hommes qui sont allongés dans les fossés, et pensant dans un premier temps que ce sont des soldats qui dorment, en fait, il s'aperçoit que ce sont des soldats tués, alors certainement des soldats du 36e régiment d'infanterie qui sont morts sur place. On en vient au bilan, et j'ai quelques minutes de retard, c'est pas trop mal, au bilan des pertes françaises et allemandes. Alors c'est extrêmement difficile de faire un bilan précis. On peut estimer que pour le 91e régiment d'infanterie, les morts et les blessés graves, donc ne pouvant pas être remplacés rapidement, sont d'environ 200 pertes. En tout cas, c'est le nombre de soldats qui leur seront confiés en remplacement après les combats du Mont-Dieu, à la demande du colonel Jacques, commandant le régiment. Si on prend le premier bataillon, pour lequel le commandant Lignereux a fait un rapport où il nous est parvenu, il y a 50 morts, dont un officier, et 250 blessés, dont 7 officiers. Pour le troisième bataillon, on n'a malheureusement pas de chiffres précis, et pour le deuxième bataillon, on a des chiffres incomplets, mais qui sont tout de même à noter. Notamment le lieutenant du Debout estime que sa compagnie, la 7e, est réduite à un demi-groupe de combat. Donc on est passé de 196 hommes à 6 hommes. Non, pardon, excusez-moi, c'était sur sa section, je corrige, c'est la section du lieutenant du Debout, donc c'est 6 hommes sur 40. Et sur l'ensemble de sa compagnie, on estime qu'il n'y aurait qu'à peine une quarantaine d'hommes en état, difficilement 40 hommes. Et d'ailleurs, le 25, lorsque le bataillon a fini de replier, le même lieutenant estime qu'il reste 80 hommes valides sur les 760 hommes du bataillon. Alors bien entendu, là-dedans, il y a beaucoup de blessés légers, très fatigués, avec des plaies superficielles, éventuellement qui ont été sonnés par les tirs d'artillerie, ainsi de suite, qui pourront rejoindre par la suite le régiment et participer à la suite des combats du mois de juin. Sur un total, alors je ne vais pas vous donner d'estimation personnelle des pertes, d'autres historiens ont fait les choses bien plus précisément. On peut estimer que les pertes françaises sont d'environ 4000 morts. Et on peut estimer que les pertes allemandes sont entre 10 et 14 000 morts. Alors ça, ce sont des chiffres des tués. Si on prend les soldats hors de combat, blessés, tués, prisonniers, on peut les estimer, alors c'est l'estimation de Dominique Lormier, à 7 500 Français et 26 500 Allemands. Parce que n'oublions pas que face à la 3e division d'infanterie motorisée, les Allemands vont perdre pas loin de 2000 prisonniers. Ce sont des chiffres qui ne sont, à ma connaissance, atteints par aucune autre division sur le même temps. Ces chiffres montrent bien que les soldats français, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, ont combattu, se sont défendus, et si on prend l'exemple du 91e régiment d'infanterie, ont tenu leur position face à des assauts quotidiens, même lorsque les assauts se répétaient, soutenus par de l'artillerie, soutenus par des blindés, les soldats français ont été aptes à tenir leur position et ont fait leur devoir. Et ces soldats sont aussi bien des hommes de troupe, des sous-officiers, des officiers, mais aussi des généraux. Le général Bertin Boussu, qui commande la 3e dîme, a fait son boulot avec brio. Il a très bien tenu les positions qui étaient données à sa division. Peut-être qu'au-dessus, et quand je dis peut-être, c'est très certainement qu'au-dessus, il y a eu beaucoup plus d'erreurs, mais ce n'est pas le sujet que nous allons aborder aujourd'hui.
J'en termine avec 4 minutes de retard cette conférence. On va passer aux réponses aux questions. Donc allez-y, hein, si vous avez des questions, posez-les. Je vais y répondre au fur et à mesure. Je vous remercie pour votre attention. Alors, première question, est-ce que les mitrailleuses de Halcon sont efficaces contre les avions autant qu'un Flak 30? Alors, je vais juste aller vérifier le Flak 30 parce que je vous avoue que je suis moins spécialiste de matériel allemand. Euh, alors, on est sur des pièces qui sont relativement efficaces, hein. La preuve, c'est qu'elles abattent quand même quelques avions allemands, mais qui déjà sont peu nombreuses pour vraiment permettre d'empêcher la Luftwaffe d'être en action. Maintenant, sur une étude comparée du Flak 30, je serais assez incapable de donner une réponse là sans vérifier un petit peu des chiffres. C'était quand même une arme qui était une arme de remplacement, hein. C'était faute d'avoir mieux, notamment faute d'avoir suffisamment de 25 mm anti-aérien. Il y a un très bon article qui est publié sur les mitrailleuses de 20 Oerlikon dans GBM. Je vous invite à aller rechercher cet article qui vous donnera beaucoup plus d'informations par des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi de cet armement, euh, avec de très nombreuses précisions. Deuxième question, par rapport au 50e et 67e régiment d'infanterie, est-ce que le 91e est aussi bien loti niveau armement antiaérien? Est-ce que les avions sont abattus dans le secteur du Mont-Dieu avec le matériel présent? Alors, le 91e possède au moins 3 de ces 4 mitrailleuses de 20 mm Hercules, donc c'est pas, Oerlikon, pardon, donc c'est pas si mal. C'est d'ailleurs ce qu'elle a de mieux comme matériel antiaérien. Pour le reste, c'est de la mitrailleuse de 8 mm et de la mitrailleuse du FM montée en jumelage, ce qui pour le coup est un équipement relativement insuffisant. Et dans l'ensemble des rapports que j'ai pu consulter, donc ce qui représente une vingtaine de rapports et de témoignages du 91e RI, il n'y a d'abattu que 2 appareils par les mitrailleuses de 20 mm. Alors, ce sont les rapports qui me sont parvenus, il y a peut-être plus de résultats. Il faut dire aussi que par ailleurs, les avions allemands qui sont touchés ont tendance à tenter de rejoindre les lignes allemandes pour se poser en catastrophe ou se parachuter. Et donc, une bonne partie des avions allemands qui peuvent avoir été endommagés ou détruits par l'armement antiaérien du 91e n'ont pas pu être comptabilisés faute de preuves. Contrairement à l'aviation qui a plus de facilité à compter ses réussites, l'armement au sol ne peut compter que ce qui s'écrase en territoire français. Voilà, s'il y a d'autres questions, c'est le moment. Alors, il y aura a priori, il n'y aura pas d'autres questions ce soir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pour ceux qui regarderont cette conférence dans un second temps, à les envoyer sur la page de l'association LAHUR, qui a assuré la technique pour ce soir. On y répondra bien entendu avec beaucoup de plaisir. Je tenais à vous remercier d'avoir été une quarantaine à suivre cette conférence de confinement. J'espère que vous serez encore nombreux à la regarder par la suite. Je tenais à remercier en particulier. Ah, il y a une question qui arrive au dernier moment. Est-ce que le 109e régiment d'artillerie lourde stationné à Boultebois fournit un appui-feu aux combattants de Stone et du Mont-Dieu? C'est une bonne question. Alors, en l'occurrence, sur les pièces d'artillerie, c'est difficile de savoir quelles sont les unités qui assurent des soutiens précis durant les combats. De manière générale, l'ensemble des unités d'artillerie dans ce secteur ont été mises à la disposition du 91e régiment d'infanterie, enfin des unités de manière générale, 91e régiment d'infanterie, 16e bataillon de chasseurs à pied, 6e GRDI, 51e d'infanterie, ainsi de suite. Des concentrations d'artillerie ont régulièrement été faites en prenant tout ce qui était disponible dans le secteur, c'est-à-dire aussi bien les unités organiques,
42e et 242e RA ou RAL pour l'artillerie de la 3e DIM, l'artillerie de la 3e DCR, mais aussi les unités organiques du corps d'armée. Et donc ces pièces d'artillerie ont pu, alors il faudrait bien entendu prendre les archives du 109e qui doivent être à Vincennes pour vérifier quels sont les ordres de tir qui ont pu arriver. Mais il est fort probable que les unités aient tiré sur ce secteur. En ce qui concerne l'artillerie, elle fait des dégâts côté allemand énormément. Énormément, puisque l'artillerie est très bien renseignée par ses observateurs qui constatent des concentrations d'unités allemandes assez facilement et qui les écrasent assez rapidement. Alors c'est notamment vrai dans les premiers jours de combat. Alors, avec toujours la difficulté que les Allemands ont beaucoup camouflé leurs pertes réelles, donc il est difficile d'avoir des chiffres exacts de destruction et de pertes. Mais il y a au moins une colonne blindée allemande qui a été écrasée sous l'artillerie française dans les premiers jours des combats du Mont-Dieu. Et assez constamment, les assauts allemands sont attaqués avant l'offensive par l'artillerie française et même pendant l'offensive par l'artillerie française. Et les récits des soldats allemands, et notamment face au Mont-Dieu, leur racontent que pour eux c'était l'horreur puisqu'ils devaient progresser sur un terrain découvert, soumis à des tirs de mitrailleuses français et soumis à des tirs de mortiers et d'artillerie extrêmement importants. Et d'ailleurs certaines unités ne partent même pas à l'assaut parce qu'elles sont écrasées par l'artillerie française dès leur départ. Elles n'ont même pas le temps de partir à l'assaut, elles sont écrasées avec des pertes très importantes. On estime que certaines sections perdent 50% de leurs effectifs avant d'avoir lancé l'attaque. Et certaines compagnies d'ailleurs sont éradiquées sur place par l'action d'artillerie, notamment principalement l'artillerie française. Donc puis l'artillerie française a fait un travail monumental. Et d'ailleurs, un général, c'est le général Wagner, le dit très bien. Pour lui, Stone, les tirs d'artillerie de Stone sont à mettre au niveau de Verdun. Alors c'est un petit peu important, mais un petit peu abusé, mais ça témoigne bien du ressenti des soldats allemands face à l'artillerie française. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Donc, a priori, Notari, vos questions. En même temps, ça va faire 1 heure que je parle. Ah non, voici une question. Est-ce que le 120e ERI a soutenu les autres unités dans les bois de Stone? Alors, excellente question pour le 120e RI. Je vais commencer par aller revoir dans quelle division se trouve ce régiment, parce que là, ça ne me dit rien. Alors, il n'est pas dans les bois du Mont-Dieu, ça je peux vous le dire déjà tout de suite. Dans le Mont-Dieu, on ne trouve que 2 régiments d'infanterie, le 91e et le 51e. Concernant les bois qui sont à l'ouest de Stone, ce sont normalement des coloniaux qui s'y trouvent, de la 6e division d'infanterie coloniale, donc je ne vois pas pourquoi le 120e y serait, mais je vais quand même avant vérifier sa division, avant de dire une bêtise plus grosse que moi. 71e DI, donc ça fait partie des unités qui ont reculé après les combats de Sedan. Alors, il est possible que des unités aient été engagées en renfort des unités de la 3e DIM. Par exemple, le 91e régiment d'infanterie a reçu des troupes en renfort de la 55e division d'infanterie. D'ailleurs, des renforts qui sont assez mal vus par les officiers du 91e RI. Hein. Il semble que ce soit des hommes qui aient eu un moral relativement faible, peu de combativité et donc des troupes qui étaient jugées d'assez mauvaise qualité en termes de combat. Donc il est possible que des hommes du 120e RI aient participé au combat, mais pas en tant que 120e régiment d'infanterie.
Quelle troupe allemande a été prépondérante dans ces victoires, aviation, artillerie, infanterie? Alors, concernant le Mon Dieu, il n'y a pas de victoire allemande telle quelle, c'est-à-dire qu'au Mon Dieu, les Allemands se sont fait battre. Clairement, ce n'est que la situation en fait sur les ailes du Mon Dieu qui permet aux Allemands de triompher. Alors, clairement, déjà, qui n'a pas été prépondérant? Les chars. Clairement, les chars allemands ne s'engagent pas beaucoup dans les combats. Ils sont vite dégagés pour participer au coup de faucille. Et leur participation se fait surtout dans le secteur de Stone, avec les dégâts qu'on leur connaît, puisque je vous rappelle que c'est là qu'on a un certain nombre d'épisodes fameux des blindés français, avec le capitaine Bilotte qui détruit une 13 chars allemands, une colonne allemande, en quelques minutes, écrivant une des pages de gloire de l'armée française, comme le 91e RI sur son Mon Dieu. Donc les blindés allemands ont eu une action tout à fait limitée dans le secteur du Mon Dieu et de Stone. La Luftwaffe est assez présente, mais il semble que ce soit plutôt l'artillerie en fait qui soit l'arme la principale, la plus destructrice, on va dire, pour les unités françaises. On a énormément de soldats français qui sont blessés légèrement ou gravement ou même tués par les tirs d'artillerie. Si je prends sur les officiers dont je vous citais les différents témoignages, on a un certain nombre d'officiers qui sont légèrement blessés. Parfois, c'est très, très léger, hein. C'est un éclat d'obus dans le pouce. Ça nécessite une suture et on repart au feu. Pour d'autres, c'est plus sérieux. Par exemple, le sous-lieutenant Vincenot est gravement blessé le 23 mai à la tête. Enfin, gravement, suffisamment gravement pour être envoyé à l'arrière et ne pas retourner au combat. Euh, Insuffisamment gravement, heureusement pour lui, pour que ses jours soient franchement menacés. Et d'autres vont mourir. Le capitaine Théron a la tête arrachée par un obus alors qu'il est en dehors de son trou de combat, en train de remobiliser ses effectifs qui sont franchement malmenés par l'artillerie. Bien entendu, on ne peut pas totalement oublier l'infanterie allemande, puisque c'est elle qui va subir le plus gros choc avec les Français. C'est elle qui va souffrir de la résistance française à Stone-Mondieu, avec des pertes très importantes, et surtout celle qui prend le terrain à la fin. La fameuse phrase l'infanterie reine du champ de bataille. S'il n'y a pas de l'infanterie à la fin pour prendre le terrain, il n'y a pas de victoire. Voilà, j'espère avoir répondu à cette nouvelle question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour moi. Je suis bien entendu disposé dans mes moyens à y répondre. Et avec plaisir. Alors, peut-on qualifier les combats du Mont-Dieu et de Stone de victoire défensive française? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est une victoire défensive dans la limite où à la fin le terrain est perdu, hein, bien entendu. Mais techniquement parlant, les combats ont permis d'empêcher une percée rapide des Allemands, si tant est que les Allemands aient voulu percer rapidement dans le secteur de Stone, ce qui est peu probable. En fait, les Allemands veulent simplement conquérir la hauteur que constituait Stone pour éviter que les Français s'y installent et ne contre-attaquent. Mais surtout, au regard de l'engagement des Allemands, des troupes engagées, on a 2 divisions Panzer, une division d'infanterie motorisée, le Gros Deutschland, 3 divisions d'infanterie qui les relaient ensuite. C'est une quantité de troupes qui ont été engagées avec des pertes pour les Allemands considérables, qui sont, je vous redonne les chiffres hein, de Lormier, environ 7500 Français hors de combat pour 26 500 Allemands hors de combat. On n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. 2000 Allemands prisonniers, entre 10 et 14 000 morts. Clairement, c'est une victoire défensive avec la limite qu'à la fin, le terrain est abandonné puisque les flancs ont cédé. Euh, Au niveau de l'artillerie, je connais un agriculteur qui a retrouvé beaucoup d'obus de 75 Français dans ses pâtures à la Besace. Y a-t-il eu une position d'artillerie française à cet endroit?
Je vais reprendre mes cartes pour vous répondre, ce sera aussi bien. La besace. La besace est un petit peu loin des lignes françaises de la troisième dîme, puisque c'est partie des territoires qui sont abandonnés aux Allemands assez rapidement. Alors la question, il faudrait reprendre le détail ensuite des positions françaises, mais il est plus probable que les obus trouvés à la besace soient des obus, alors sauf s'ils sont encore équipés de leurs douilles, mais que ce sont des obus français qui ont été tirés sur les positions allemandes, puisque la besace, en début de combat, est le secteur où se regroupe notamment une partie du Grossdeutschland, notamment les premier et troisième bataillon du Grossdeutschland, pour être précis. Donc il est plutôt probable que ce soit des obus qui ont été tirés par le 42e régiment d'artillerie qui se trouve le plus tôt dans le secteur de Si sur les positions allemandes de la besace. Bien, on va s'arrêter là. J'ai besoin de dernière question au dernier moment de Sébastien Camus. Quand les conditions sanitaires seront meilleures, un parcours guidé du champ de bataille peut-elle être envisagé? Oui, bien entendu. Je le prépare d'ailleurs dans le cadre d'une visite de la Société d'histoire et d'archéologie du Sedanais, avec qui j'ai aussi préparé, mais non donné pour l'instant, une conférence sur la percée de Sedan. Il était prévu de compléter par une visite du champ de bataille pour les adhérents, mais on peut très bien envisager dans un second temps avec d'autres personnes des visites. Alors c'est pas mon métier, je suis pas guide du secteur, enfin je suis pas guide touristique, hein, je suis historien et professeur par ailleurs. Mais on peut très bien envisager avec des petits groupes de le faire, ce n'est pas un souci, dans la limite du raisonnable et dans la limite où cela ne prend pas le pas sur des personnes dont ce serait l'activité professionnelle éventuellement, puisque c'est pas forcément un métier où on a tous les jours beaucoup de clients, et donc je préfère éventuellement laisser la place en priorité à ceux dont c'est le métier. Bien, on va conclure dessus. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, vous écrivez sur la page de la Hure. Je vous répondrai avec plaisir, de manière régulière, aussi précisément que possible. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de donner cette conférence qui est nouvelle. C'est la première fois que je faisais une visioconférence. Je remercie encore Paul Dupont qui a assuré le relais entre vos questions et ma personne toute prise que j'étais, toute personne toute prise que j'étais à cette conférence. Je vous remercie d'avoir été nombreux et je remercie encore Meggy, ma belle-sœur, qui m'a donné l'idée de faire cette conférence. C'était une excellente idée. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.